Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans la suite des présentations précédentes autour de cette session de prise en charge périopératoire de l'hypertension artérielle pulmonaire, je vais vous parler des spécificités des cardiopathies congénitales. Donc, je suis le docteur Nadir Tafer, travaille dans l'unité d'anesthésie et réanimation des cardiopathies congénitales pédiatriques et de l'adulte au CHU de Bordeaux. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je vais commencer par des généralités. La définition qui a été dite dans les présentations précédentes, la pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure, signe la définition de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc je vais commencer, je vais développer à partir de cette équation, où on a la pression artérielle pulmonaire moyenne qui est égale au produit débit pulmonaire par résistance, plus la pression dans l'oreillette gauche. Et avec ces déterminants-là, lorsqu'il y a un déterminant qui va être majoré, ça va signer l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on peut avoir une augmentation du débit pulmonaire, une augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire, ou enfin une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Donc l'augmentation de chaque déterminant va finalement couvrir le spectre de toute l'hypertension artérielle pulmonaire qui va aller du versant précapillaire jusqu'au versant postcapillaire. Donc chaque déterminant finalement va définir une étiologie ou un groupe d'étiologies de l'hypertension artérielle pulmonaire. Plusieurs étiologies sont retrouvées dans l'hypertension artérielle pulmonaire de l'adulte, je ne vais pas les développer, mais je vais me concentrer sur les étiologies qu'on retrouve dans les cardiopathies congénitales, principalement les hypertensions artérielles pulmonaires de débit avec une augmentation du débit pulmonaire qu'on retrouve dans les shunts gauche-droit essentiellement et qui sont réversibles et qui est réversible lorsqu'on ferme ce shunt. Et un petit mot à la fin sur l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours dans les généralités, quelques spécificités concernant la méthode de diagnostic ou la méthode de mesure. Vous savez que les résistances vasculaires pulmonaires sont calculées en utilisant la loi de Poiseuil, où les résistances sont égales à un rapport entre le gradient de pression et le débit. Gradient de pression pulmonaire sur le débit pulmonaire en ce qui concerne la résistance vasculaire pulmonaire, ou pour les résistances vasculaires systémiques en utilisant le gradient de pression au niveau systémique rapporté au débit systémique. Donc les pressions, elles sont mesurées, le débit également, et quand on mesure le débit, la méthode la plus classique, c'est la thermodilution qui fait appel à un injectat froid et le volume de l'injectat, la température de l'injectat, l'air sous la courbe de l'injectat permet de mesurer justement ce débit. Mais il ne faut pas oublier que cette mesure part d'un postulat où le débit pulmonaire est égal au débit systémique, enfin en s'affranchissant de l'effet shunt, mais en tout cas, on est sur une circulation en série, sans cardiopathie, sans shunt. Donc elle n'est pas du tout applicable, donc ça c'est le premier message, elle n'est pas du tout applicable s'il y a un shunt ou s'il y a une fuite tricuspide importante. Donc s'il y a un shunt, ce qui est la raison principale des hypertensions artérielles pulmonaires de débit, il faut savoir que la mesure du débit par thermodilution n'est pas applicable. À ce moment-là, la méthode de mesure du débit, on va utiliser la méthode de Fick. À ce moment-là, le débit n'est pas mesuré, il est calculé en utilisant la consommation en oxygène qui est égale au produit entre le débit et l'extraction en oxygène au niveau de l'organisme. Donc la VO2, elle peut être mesurée directement, c'est un peu fastidieux, donc généralement elle est estimée par des ABAC, et c'est avec cette estimation-là qu'on utilise pour calculer le débit. Quand on fait un cathé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, prélever des oxymétries étagées, et avec ces oxymétries étagées, on va calculer l'extraction en oxygène, et de là, on va en déduire le débit. Je vais aller un peu plus loin. Comment est-ce qu'on mesure justement le débit en utilisant la méthode de Fick? Quand on développe l'équation, le débit est égal au rapport entre la VO2 sur l'extraction en oxygène. On peut appliquer ça à la circulation systémique et on peut l'appliquer également à la circulation pulmonaire. Toujours on continue le développement. Quand on a un shunt, on ne va pas mesurer un débit directement, on va mesurer le rapport des débits avec une petite pirouette mathématique. On fait un rapport entre les deux équations. D'un côté, l'équation du débit pulmonaire, qui est le rapport entre la VO2 pulmonaire et l'extraction d'oxygène au niveau, la différence de concentration artério-veineuse au niveau pulmonaire, et le débit systémique, quant à lui, est égal
au rapport entre la VO2 systémique et la différence de concentration artério-veineuse au niveau systémique. C'est peut-être pas très clair, mais le résultat va être assez simple. Quand on fait le rapport de ces deux équations, on va se retrouver avec un rapport de QP sur QS, c'est ça qui va nous intéresser. Comme les VO2 pulmonaires et VO2 systémiques sont équivalentes, on l'assume, donc on va avoir une correspondance qui va être la différence artério-veineuse systémique sur la différence artério-veineuse pulmonaire, et en développant l'équation, on retenait ça finalement, hein, le QPQS est égal à la différence des saturations systémiques sur les saturations au niveau pulmonaire. Donc en numérateur, c'est la SaO2 moins la saturation veineuse en oxygène au niveau de l'oreille droite. Et en dénominateur, c'est la saturation des veines pulmonaires moins la saturation dans les artères pulmonaires. Et ainsi, on ne va pas mesurer le débit, la valeur absolue du débit, mais on va avoir le rapport du QP sur QS. C'est ça qui va nous intéresser pour pouvoir évaluer l'importance d'un hyperdébit pulmonaire. Donc cet hyperdébit pulmonaire, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'à l'état d'équilibre, à l'état physiologique, déjà le poumon c'est le seul organe qui reçoit 100% du débit sanguin. Et à l'état physiologique, nous avons un équilibre entre les phénomènes relaxants et les phénomènes qui engendrent une constriction. Et lorsqu'on a un hyperdébit pulmonaire, cet équilibre va être altéré. Toujours cet équilibre, il est assuré, il faut savoir qu'il est assuré par l'endothélium, c'est lui qui produit les médiateurs vasodilatateurs, le NO et la prostacycline, qui vont agir sur l'AMP cyclique et le GMP cyclique, et ça entraîne de la relaxation. De l'autre côté, toujours l'endothélium qui va produire de l'endothéline, qui va agir sur les récepteurs A et B, et qui, eux, vont engendrer une constriction avec une action sur la fibre musculaire lisse au niveau des artérioles pulmonaires, de la vascularisation pulmonaire. Donc à l'état d'équilibre, nous avons un équilibre entre ces phénomènes relaxants et ces phénomènes de constriction. Lorsqu'on a un shunt gauche-droit, cet équilibre il est altéré. Et ainsi, nous allons avoir, lorsqu'on a un shunt gauche-droit, bien entendu, celui-ci va engendrer un hyperdébit pulmonaire. Cet hyperdébit pulmonaire, c'est ça qui va générer un stress endothélial qui va provoquer ce déséquilibre par une dysfonction endothéliale, une augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire, parce que le déséquilibre va se faire en défaveur des phénomènes vasorelaxants. Et si cette augmentation des résistances vasculaires pulmonaires n'est pas freinée essentiellement par la fermeture de ce shunt, on va finir par avoir des résistances vasculaires pulmonaires qui vont se fixer à tel point que le shunt qui était à l'origine gauche-droit va finir par s'inverser et devenir droit-gauche. Et là, on est dans une situation tardive, un peu dépassée, ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger, qui se manifeste par de la cyanose. C'est ce qu'on voit dans ce schéma-là. Hein. Donc, initialement, c'est le shunt gauche-droit qui engendre de l'hypertension artérielle pulmonaire de débit. Et lorsque ce shunt n'est pas fermé au bout d'un certain temps, ça engendre une hypertension artérielle pulmonaire fixée et qui va inverser le shunt et qui va devenir droit-gauche. Ceci est illustré par ces coupes anapathes. Vous voyez la phase où l'hypertension artérielle pulmonaire de débit, l'artériole est musclée, mais on est encore dans une phase réversible. Et ensuite, la média va s'hypertrophier, jusqu'à un moment où ça va finir par évoluer vers de la fibrose intimale. Et lorsqu'on a de la fibrose intimale, là, les résistances vasculaires pulmonaires deviennent fixées, elles ne peuvent plus s'inverser. Comment ceci se manifeste en clinique, cette évolution? Je vais toujours dans les généralités faire appel à une entité physiologique qui est la circulation transitionnelle. Vous avez avant la naissance ici la circulation fœtale où le fœtus ne respire pas, les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées et la circulation systémique est assurée par la circulation placentaire grâce à des résistances vasculaires systémiques qui sont elles basses. Au moment de la naissance, l'oxygène arrive dans les alvéoles, c'est le premier vasodilatateur artériel pulmonaire, les résistances vasculaires pulmonaires vont avoir tendance à baisser. Quant aux résistances vasculaires systémiques, elles vont avoir l'évolution inverse, elles vont se majorer pour atteindre un régime d'adulte de résistance vasculaire systémique élevée avec une circulation systémique à haute résistance. Et les résistances vasculaires pulmonaires vont être à basse résistance
comme chez un adulte. Et ce croisement des deux courbes, c'est cela qu'on appelle la circulation transitionnelle, dont la durée peut varier de quelques heures à quelques semaines, et dans certaines situations, ça peut durer jusqu'à quelques mois. La durée n'est pas définie avec précision, mais on sait que c'est de l'ordre de quelques mois au plus. Lorsqu'on a un hyperdéie pulmonaire, lorsqu'on a un shunt gauche-droit, avec cette dysfonction endothéliale, ce stress endothélial qui est généré, la résistance vasculaire pulmonaire aura du mal à baisser comme prévu. Et lorsque on n'intervient pas sur ce shunt et ce shunt reste ouvert pendant une longue durée, les résistances vasculaires pulmonaires vont finir par se fixer, et ce qui signe le syndrome d'Eisenmenger. Donc c'est l'importance du shunt finalement qui va définir la rapidité avec laquelle il faut intervenir sur ce shunt pour le fermer afin d'éviter le risque d'évolution vers une hypertension artérielle pulmonaire fixée. Et l'importance du shunt dépend finalement du gradient de pression entre le côté gauche et le côté droit de la circulation. Ainsi, lorsque le shunt est à l'étage artériel, comme dans cet exemple-là d'un tronc artériel commun, où on a ici une seule valve qui sort des deux ventricules, il y a une CIV, on a le tronc de l'artère pulmonaire qui naît d'une façon commune avec l'aorte, ce qu'on appelle le tronc artériel commun. Donc ce gradient de pression va être plus important qu'à l'étage ventriculaire, comme dans cet exemple qui est le canal atrioventriculaire, et encore moins lorsque le shunt est à l'étage atrial. C'est ce qui définit finalement le timing chirurgical, où sur un shunt à l'étage artériel, l'intervention va devoir être réalisée en période néonatale. Pour les CIV, on a quelques mois, mais avant 6 mois, alors qu'un shunt à l'étage atrial, nous avons encore un peu plus de temps. Donc c'est l'intervention pour éviter l'évolution vers l'hypertension artérielle pulmonaire d'hyperdébit fixée et la fixation de la résistance vasculaire pulmonaire. La solution est de fermer ce shunt. Parfois, la fermeture de ce shunt n'est pas possible pour des raisons anatomiques, pour des raisons qui sont liées à l'état du bébé, à l'état du patient. Donc, nous pouvons réaliser une intervention palliative pour freiner cette hyperdéie pulmonaire. C'est ce qu'on appelle l'encerclage du tronc de l'artère pulmonaire. Et le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire vise à créer un obstacle à la sortie du ventricule droit afin de réduire cette hyperdéie pulmonaire. Et en fin de compte, bloquer un peu et freiner ce shunt gauche-droit, ce qui permet d'avoir du temps avant de proposer la cure complète. Voici une liste non exhaustive des situations qui sont génératrices d'un shunt gauche-droit avec hyperdéie pulmonaire. Donc ce sont ces malformations-là qui vont devoir être réparées. Donc un premier focus sur justement le périopératoire de la réparation de ces shunts, parce que ce sont des situations où on a un hyperdéie pulmonaire avec des situations d'hypertension artérielle pulmonaire, et pourtant il faut les opérer et sous circulation extracorporelle. Et il faut savoir que la circulation extracorporelle a un effet délétère, aggrave un peu le déséquilibre entre vasoconstriction et vasorelaxation. Beaucoup de littérature a été faite à ce sujet. J'ai pris ce papier récent expérimental de l'équipe de Rouen qui a travaillé sur un modèle expérimental de transplantation pulmonaire, d'ischémie-reperfusion pulmonaire avec et sans CEC. Et là, on voit que la circulation extracorporelle bloque la hénosynthase, et en bloquant cette hénosynthase, on a un effet de déséquilibre sur cette balance entre vasoconstriction et vasodilatation. Donc en gros, lorsqu'on répare ces shunts gauche-droit qui sont pourvoyeurs d'hypertension artérielle pulmonaire, le post-opératoire il est aggravé par les effets de la CEC. Donc dans la situation où les cardiopathies pourvoyeuses d'hypertension artérielle pulmonaire vont devoir être réparés sous CEC, où les situations vont être encore plus à risque d'hypertension pulmonaire à cause des effets secondaires de la circulation extracorporelle. Donc les principes d'anesthésie vont consister à ne pas aggraver encore en plus ce phénomène, parce que l'anesthésie peut être amenée à majorer ce shunt gauche-droit. Donc le rôle de l'anesthésie, c'est de contrôler ce shunt, à défaut éviter de l'aggraver, parce que ceci engendre une
une dysfonction endothéliale plus importante avec un risque de surcharge vasculaire pulmonaire et d'hypoperfusion systémique secondaire, et tout ça peut avoir un effet délétère sur la situation. Donc un exemple sur un tronc artériel commun, si on reprend la formule du rapport QP sur QS qui est égal à la différence des saturations systémiques sur les saturations au niveau pulmonaire, l'extraction en oxygène, la différence des saturations au niveau systémique, par défaut elle est à l'état d'équilibre à 30%, on assume que la saturation dans les veines pulmonaires est à 100%, à combien doit être la saturation dans les artères pulmonaires pour avoir un QP sur QS à l'équilibre? Il faudrait qu'il soit autour de 70% si on veut avoir un QP sur QS à 1, sachant que la saturation dans la paix est égale à la saturation dans l'artère pulmonaire. Avoir 70% de saturation, c'est difficile à assumer, mais il faut savoir que si ce bébé s'il a 90% de SAT, il faut savoir qu'il a un QP sur QS qui est à 3. Ça sous-entend qu'il y a 3 fois plus de débit dans la circulation pulmonaire qu'en systémique, ou à l'inverse, 3 fois moins de débit systémique. Donc c'est des situations où on peut aggraver ou générer un bas débit systémique et aggraver un hyperdébit pulmonaire. Donc le rôle de l'anesthésie, justement, c'est d'éviter d'aggraver ce phénomène-là. C'est au mieux le contrôler, le freiner, ou en tout cas, au pire, à défaut, ne pas avoir à l'aggraver. Comment agir sur cet hyperdébit pulmonaire? On va agir sur les deux versants, sur la résistance vasculaire pulmonaire et sur la résistance vasculaire systémique, avec les cibles d'action qui sont là. Pour baisser les résistances pulmonaires, il faut majorer la FiO2, il ne faut pas que la PaCO2 soit élevée, le niveau d'hémoglobine, il ne faut pas qu'il soit très élevé, le pH, il ne faut pas qu'il soit acide, et si le NO il a tendance à baisser la résistance vasculaire pulmonaire. Donc nous, quand on a un shunt gauche-droit, il faut surtout éviter de baisser la résistance vasculaire pulmonaire au risque d'aggraver ce shunt, justement. La résistance vasculaire pulmonaire, il faut essayer de les majorer, donc en mettant une FiO2 basse, une capnie à la limite un peu haute, une hémoglobine plutôt élevée, un pH pas très alcalin, et certainement pas utiliser du NO. Et sur l'autre versant, la résistance vasculaire systémique, il ne faut pas qu'elles soient élevées, parce que si elles sont élevées, elles vont forcer le shunt de la gauche vers la droite. Donc la résistance vasculaire systémique, il faut éviter qu'elle soit majorée. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit basse, mais en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit élevée. Donc tous les phénomènes qui peuvent engendrer de la vasoconstriction, il faut les éviter, l'hypothermie notamment, le défaut d'anesthésie, le défaut d'analgésie, et éviter de recours aux vasopresseurs dans cette phase-là, en tout cas en préopératoire, parce qu'une fois que le shunt est fermé en post-opératoire, ça va être tout l'inverse. Ensuite, en périopératoire, il est important de mesurer les pressions dans l'artère pulmonaire par un cathéter transthoracique AP, parce qu'on n'a pas de soins gants en pédiatrie. Ou à défaut, vous voyez ici la corrélation entre la NIRS et la SVO2. Ici, on voit bien que ce sont des crises d'hypertension artérielle pulmonaire, et la NIRS, elle peut nous donner une NIRS multisite, est très bien corrélée à la SVO2, donc elle peut démasquer aussi ces situations où on peut avoir des crises d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc les crises d'HTAP correspondent à une augmentation des pressions pulmonaires du rapport PAP sur PA. Ceci engendre une augmentation aiguë de la post-charge du ventricule droit, avec une dilatation potentielle et une dysfonction potentielle de ce ventricule droit et une baisse du débit cardiaque. C'est ce qui se manifeste par des chutes de SVO2. Donc en post-opératoire de ces cures complètes de shunt gauche-droit, le risque, ce sont donc ces crises d'hypertension artérielle pulmonaire qui ont des triggers classiques. Ce sont les aspirations trachéales, les moments du réveil, la douleur, l'inconfort, les troubles ventilatoires, les encombrements trachéobronchiques avec l'hypercapnie que ça peut engendrer. Tous ces éléments-là vont être pourvoyeurs de crise d'HTAP. Plus on s'éloigne du moment de la chirurgie, au bout de 24-48 heures, les choses ont tendance à se calmer. Donc pour prévenir ces crises d'HTAP, il faut justement, dans ces phases où on a des pressions pulmonaires élevées, maintenir une sédation, une ventilation optimale et éviter l'hypercapnie, le dégubitus ventral par un phénomène de redistribution de la circulation pulmonaire, et en évitant les effets shunt aggravés par les problèmes de troubles ventilatoires. Tout cela permet d'éviter justement d'avoir des crises d'HTAP, et on va avoir une action directe aussi par un traitement vasodilatateur pulmonaire, par le NO, les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5 qui vont agir sur la voie du GMP cyclique, les prostacyclines qui vont agir sur la voie de l'AMP cyclique,
et l'anti-endothéline qui vont agir sur les récepteurs endothéline. Souvent avec du NO et un seul vasodilatateur systémique on s'en sort. Parfois sur des hypertensions artérielles pulmonaires très sévères on peut être amené à associer 2 vasodilatateurs pulmonaires, exceptionnellement 3, ça c'est très, très rare. Donc très rapidement les principes de traitement, les traitements spécifiques c'est les mêmes que chez l'adulte. Donc pour ceux qui sont utilisés en pédiatrie, je vous laisse la diapo, donc c'est ce que je viens de dire précédemment. Donc les vasodilatateurs pulmonaires qui vont avoir une action sur l'AMP cyclique, le GMP cyclique et l'anti-endothéline. Ensuite, sur les situations un peu tardives, sur cette zone grise, c'est cela qui pose essentiellement problème dans la définition de la stratégie. Au début, c'est sûr, c'est clair, il n'y a pas de problème. Quand on ferme le shunt, la situation est réglée. Maintenant, quand on se rapproche de cette zone où on peut considérer que l'hypertension artérielle pulmonaire est fixée, faut-il aller fermer le shunt ou pas? Il y a un algorithme qui a été développé justement par les sociétés de chirurgie congénitale où retenez, lorsque le shunt est toujours gauche-droit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il faut le fermer. Donc, ça veut dire que les pressions pulmonaires ne sont pas suprasystémiques, donc il n'y a pas d'inquiétude. Lorsque ce shunt gauche-droit n'est pas présent, donc on est dans une situation de shunt bidirectionnel, voire droit-gauche, donc on va faire un cathé avec des oxyétagés, principe de Fick, encore une fois, j'insiste, pas de thermodilution. Lorsque nous avons des résistances vasculaires pulmonaires indexées inférieures à 6, on peut réparer, fermer le shunt en faisant attention à avoir une gestion précautionneuse sur l'hypertension artérielle pulmonaire post-opératoire. Lorsque les résistances vasculaires pulmonaires sont indexées supérieures à 6, nous allons réaliser un test de vasoréactivité pulmonaire. Si ce test de vasoréactivité pulmonaire est positif, c'est-à-dire que les résistances pulmonaires sont réversibles, on va aller fermer le shunt. Lorsque ce test de vasoréactivité pulmonaire est négatif, nous allons temporiser, traiter, mettre en place une thérapeutique anti-HTAP et réévaluer les choses après. Lorsque ce test se redevient positif, lorsque le traitement anti-HTAP va avoir de l'effet, donc on repose l'indication de la fermeture du shunt et on considère la fenestration, et lorsque ce test-là reste toujours négatif, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est probablement pas indiqué d'aller fermer ce shunt. Justement, la fenestration dans les situations où on a dans des zones limites quelques particularités, subtilités chirurgicales. Cet exemple-là où cette équipe nord-américaine a proposé une fermeture des CIV par des patchs fenestrés avec des soupapes qui permet justement de décharger l'hyperpression à droite. Et vous voyez que l'âge moyen de ces enfants qui ont été opérés, ils avaient 4 ans, avec une évolution au final qui était relativement favorable, avec une survie qui était très acceptable. C'est le cas également dans les CIA où on peut proposer aussi des fermetures percutanées par des emplettes qu'on fenestre préalablement. Une dernière alternative, l'intervention de POTS, ce sont des indications un peu particulières. Elles sont destinées aux hypertensions artérielles pulmonaires fixées, qui sont généralement candidats à des projets de transplantation pulmonaire. Et au vu de la pénurie des greffons et des résultats moyens de la transplantation pulmonaire chez les petits enfants, cette intervention de POTS permet de temporiser, de faire retarder la transplantation pulmonaire et voire même rendre les patients éligibles à une transplantation pulmonaire isolée, parce que lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire sévère avec des défaillances cardiaques droites associées, souvent on peut imaginer des transplantations cœur-poumon avec des résultats qui sont encore moins bons. Donc le rationnel de l'intervention de POTS est de rendre éligible une transplantation pulmonaire isolée le plus tard possible avec des gabarits d'enfants un peu plus grands, ce qui permet d'améliorer un peu le devenir de ces transplantations. Le shunt de POTS consiste à réaliser un shunt à l'étage artériel, donc entre l'artère pulmonaire gauche et l'aorte descendante,
dont le bénéfice est de décharger la circulation droite, mais avec un bénéfice qui est plus important que si ce shunt était réalisé à l'étage atrial, c'est qu'il permet de maintenir une oxygénation dans l'aorte ascendante, en fin de compte dans les coronaires et dans les troncs supraaortiques, et la cyanose va concerner que le bas du corps, que l'aorte descendante. Ce qui est relevé dans cette série parisienne qui a poulé tous les patients qui ont eu ce shunt de Potts entre Marineland et Necker. On voit qu'il y a une amélioration de la classe OMS, une amélioration des tests de marche, une baisse des thérapeutiques antihypertensives pulmonaires. Donc sur une patients de 24 séries, 19 survies et une seule transplantation. Donc c'est une option thérapeutique aussi qui est intéressante dans ces situations où l'hypertension artérielle pulmonaire peut paraître dépassée. Un dernier mot concerne l'hypertension artérielle pulmonaire primitive du nouveau-né. À Bordeaux, nous assurons aussi, grâce à une unité mobile d'assistance, les assistances médicales, par opposition aux assistances post-cardiotomie de chirurgie cardiaque. Nous assurons également les assistances médicales dont vous avez notre série que j'ai relevée récemment. On a sur la quarantaine d'ECMO néonatales, on a une bonne dizaine d'indications respiratoires avec un niveau de survie qui est très bon, mis à part cette entité justement d'hypertension artérielle pulmonaire réfractaire où on a eu 4 situations où on a mis une ECMO et un taux de survie qui est nul dans ces cas-là. Pour cause, le diagnostic ANAPAT a été fait d'une dysplasie broncho-alvéolo-capillaire. Dans ces cas-là, on voit à droite la coupe ANAPAT d'un poumon témoin normal où dans le pédicule bronchovasculaire nous visualisons la bronchiole et l'artère et on ne voit pas de veine, et à gauche le pédicule bronchovasculaire, on voit la bronchiole et l'artère et on voit la veine apparaître dans cette coupe là. C'est ce qui signe la dysplasie alvéolo-capillaire qui correspond à un malignement vasculaire. Il est important aussi de faire ce diagnostic parce qu'il y a dans ces 4 cas cliniques, on a eu aussi un diagnostic génétique parce qu'il y a un gène, le gène FOXF1 qui est codant pour un facteur important dans le développement de cette anomalie qui est connu, et il est important aussi de le diagnostiquer et avoir un diagnostic à proposer aux parents dans ces cas-là qui sont dans des situations assez dramatiques. Voilà, merci pour votre attention.